Or, l'analyse ADN nous apprend que l'homme moderne et différentes espèces archaïques se sont accouplées. Et qui sait quand ça a commencé? Ça nous rapproche considérablement des autres êtres vivants. Une découverte semblable a été faite dans le sud du Canada. Dans ces forêts tropicales humides vivent les pygmées. Ces hommes comptent parmi les derniers chasseurs-cueilleurs de la planète. Leur mode de vie est resté quasiment inchangé depuis une centaine de milliers d'années. Ils continuent ainsi de se nourrir de ce qu'ils trouvent dans la nature. Génétiquement, les pygmées sont les plus proches parents des premiers hommes modernes d'Afrique. Et les résultats de l'analyse de leur ADN sont très révélateurs. Les généticiens ne s'intéressent pas seulement à leur chromosome Y et à leur mitochondrie, ils étudient l'intégralité du génome. Et certaines des régions chromosomiques qu'ils découvrent sont tellement anciennes et étranges qu'elles paraissent plus archaïques que modernes. Elles aussi semblent être le fruit d'un métissage. Mais comment cela est-il possible? D'après l'arbre de l'évolution, les hommes archaïques appartiennent à des espèces différentes de la nôtre. Alors, par définition, il ne peut y avoir croisement entre sujets d'espèces différentes. Le fait est que nous étions assez proches génétiquement pour pouvoir franchir la barrière de l'espèce et continuer de nous accoupler. Personne ne sait combien de temps les humains archaïques ont vécu en Afrique. Les résultats des analyses ADN suggèrent cependant que les échanges entre eux et nous ont été nombreux et que de ces croisements sont nés des enfants fiables, des humains hybrides à la fois archaïques et modernes. Mais à quoi donc ressemblaient ces hybrides? C'est ce qu'essaie de découvrir l'anthropologue Rebecca Ackerman en étudiant les souris. Ma démarche peut paraître un peu bizarre, mais il est impossible d'hybrider les gens, les primates, pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Ces souris hybrides sont très différentes de leurs parents. Elles ont un corps plus volumineux, leur pelage n'a pas la même couleur et elles n'ont pas le même museau non plus. Et surtout, elles sont génétiquement très variables. Sur les plages, et puis à l'avance sur les trois quarts du pays, c'est vraiment du beau temps, avec quelques nuages, du beau temps, avec quelques pluies à l'avance sur les trois quarts du pays. Et quand même, j'ai cette 2 millimètres plus 20, autant dimanche et lundi, 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 à part des averses orageuses, à part des dimanche et lundi, dimanche et lundi, dimanche et lundi, dimanche et lundi, à part des dimanche et lundi, dimanche et lundi, à part des dimanche et lundi, dimanche et lundi, à part des averses orageuses sur les dimanche et lundi, à part des averses orageuses, dimanche et lundi, dimanche et lundi, à part des averses orageuses sur les Alpes du Sud, mais c'est vrai, dimanche, 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 dimanche et lundi, à part dimanche et lundi, à part des averses orageuses sur les Alpes du Sud. Lorsqu'on étudie les fossiles humains, on observe également que le visage est un des éléments qui change au fil du temps.
Alors que leur nombre augmentait, des hommes modernes sont partis d'Afrique. Mais ils n'étaient pas les premiers à entreprendre cette migration. Cela faisait déjà au moins 1 million d'années que les groupes archaïques quittaient eux aussi le continent. Certains avaient passé tellement de temps en Europe et en Asie qu'ils avaient évolué jusqu'à former des espèces différentes. Le plus connu de ces humains est l'homme néandertal. Au moment de sa découverte au XIXe siècle, on pensait qu'un abîme le séparait de l'homme moderne. Il était considéré comme un être bestial et simiesque, en tout point inférieur. Depuis, il a été réalisé. Les études suggèrent en effet qu'il nous ressemblait plus qu'on se l'était imaginé. Et qu'en fait, il est notre cousin. Si tel est le cas, y a-t-il eu métissage entre nos deux espèces? En 2010, des généticiens de l'Institut Max Planck sont parvenus à décrypter le code génétique d'un homme de Néandertal. Ils ont travaillé sur un fragment de tibia qui contenait encore des traces d'ADN malgré un séjour de 38 000 ans dans une grotte. Le séquençage d'un génome aussi ancien est une tâche colossale. Au fil du temps, l'ADN se décompose en effet en des milliards de fragments qui se mélangent Bonsoir, entre c'est un eux temps et sont plutôt contaminés chaud par et les beau pour votre week-end, même si l'anticyclone donne des signes de faiblesse sur les côtes de la Manche. On voit ça sur cette image chargée avec des ondées près de la frontière belge. Et puis à l'avant, sur les 3/4 du pays, c'est vraiment du beau temps avec quelques nuages d'altitude, mais rien. Il a fallu 2 ans et demi aux appareils de séquençage pour effectuer la première reconstitution du génome d'une espèce humaine. Notre principale interrogation était de savoir si les hommes modernes, lorsqu'ils avaient quitté l'Afrique et rencontré les Néandertaliens, s'étaient mélangés avec eux. Les chercheurs ont comparé le génome de l'homme de Néandertal avec celui d'Africains actuels. Et ils n'ont trouvé aucune preuve de métissage. Rien que de très normal, puisque les Néandertaliens vivaient en Europe et non en Afrique. Puis, ils ont effectué la même comparaison avec les Européens d'aujourd'hui. Et là, les résultats ont été très bons. À ma grande surprise, on a découvert qu'il existait une similitude un peu plus importante entre les génomes européens et néandertaliens qu'entre les génomes africains et néandertaliens. Plus surprenant encore, on retrouvait ce même degré de similitude dans la comparaison Bonsoir, avec c'est les un temps plutôt chaud et beau pour votre week-end, même si l'anticyclone donne des signes de faiblesse sur les côtes de la Manche. On voit ça sur cette image satellite. Alors le temps pour demain matin, il y a ce bout de soleil qui pointe le bout de son nez sur la pointe du Cotentin, mais sur la Bretagne, Vendée jusqu'aux frontières belges, là c'est un ciel assez chargé avec des ondées près de la frontière belge. Et puis à l'avant sur les 3/4 du pays, c'est vraiment du beau temps avec quelques nuages d'altitude, mais rien de bien méchant. À signaler quand même ce Mistral et la tramontane à 50-70 km/h. Pour demain après-midi, l'évolution de ce temps, on retrouve quand même de belles éclaircies de la Bretagne jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, donc sur les côtes de la Manche, avec un vent de 40 km/h. Et puis à l'avant de Charente-Maritime jusqu'au nord, c'est un ciel plus agréable, on va dire, avec quand même un ciel laiteux, un soleil un peu voilé, et puis beaucoup plus de nuages sur le centre vers la Lorraine, et puis sur la moitié sud, là c'est vraiment du beau temps de manière générale,
à signaler ce Mistral et la Tramontane à 60-70 km/h, et puis cette instabilité sur les Alpes du Sud avec des averses orageuses également sur le relief de la Corse. Les températures pour demain matin, elles sont en hausse au nord comme au sud. On trouve donc le minimum, c'est 8 degrés pour Aurillac, 13 à Brest, 12 à Cherbourg, 21 les températures pour demain matin, la plus haute à Perpignan. Les températures de l'après-midi, elles sont plutôt en baisse sur le nord et stationnaires au sud. La température la plus haute, la plus chaude, c'est 31 degrés à Nîmes, 29 à Bandol, 21 à Brest et 25 à Strasbourg. L'évolution pour les 2 jours à venir, eh bien écoutez, ça s'arrange, c'est du beau temps dimanche et lundi, à part des averses orageuses sur les Alpes du Sud, mais c'est vraiment du beau temps. Voilà, je vous laisse avec l'éphéméride, en fait, pour l'évolution, mais c'est vraiment du beau temps. Voilà, du Sud, mais c'est vraiment du beau temps. Et à part des averses orageuses sur les Alpes du Sud, mais c'est vraiment du beau temps. Et bien, les 2 jours à venir, eh bien écoutez, ça s'arrange, c'est du beau temps dimanche et lundi, à part des averses orageuses sur dimanche et lundi, dimanche et lundi, à part des averses orageuses sur les Alpes du Sud, mais c'est vraiment du beau temps. Voilà, je vous laisse avec l'éphéméride, en fait, les Aristides. Belle soirée. Il y a un tour. Ok, j'y vais. L'anthropologue Israël Hershkovitz a été l'un des premiers à pénétrer dans la grotte. C'est beau. Cet ancien colonel de parachutistes a pu descendre en rappel par le poids défoncé lors des travaux. Quand on est entré dans la grotte, c'était l'obscurité totale. On n'y voyait pas un mètre. On n'a pas réalisé tout de suite à quel point elle était immense et belle. Puis on a braqué nos lampes et on a découvert un des endroits les plus beaux que j'ai jamais vu de ma vie. C'est vraiment une grotte extraordinaire. Depuis, cette grotte est devenue un site de fouilles d'une importance majeure. Les archéologues y ont trouvé quantité d'outils, d'ossements et de parures. Des hommes préhistoriques avaient manifestement élu domicile dans cet endroit frais et humide. C'est avec art du reste, dans une des salles latérales de la grotte, qu'a été exhumé le fossile le plus spectaculaire. Imaginez que vous avancez dans l'obscurité.